Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le Moyen-Orient est en feu en ce moment. L'Iran vient de lancer des missiles balistiques contre Israël et le monde retient son souffle, se demandant si c'est l'étincelle qui déclenche la Troisième Guerre mondiale. Apparemment, dans le manuel Trump, chaque ultimatum doit sonner comme la bande-annonce d'une finale de saison. Ce qui se déroule pourrait devenir l'histoire géopolitique la plus importante de ce moment. Depuis des mois, les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'accumulent comme une pression dans un tuyau qui n'a nulle part où aller. Quand le président Trump a lancé son ultimatum à l'Iran, en exigeant l'arrêt du développement nucléaire et des activités militaires par procuration, le monde a observé attentivement. La mise en scène était typiquement trumpienne. Un maximum de tonnerre d'abord, puis on laisse la carte gérer les conséquences plus tard. La plupart des analystes s'attendaient à ce que l'Iran... Personne ne s'attendait à ce qui a suivi. L'Iran a lancé une vague de missiles balistiques directement vers le territoire israélien. Pas des roquettes tirées par des groupes par procuration, pas des drones envoyés par des canaux indirects. De vrais missiles balistiques, tirés depuis le sol iranien, visant l'un des plus proches alliés de l'Amérique. Au moment où ces missiles ont quitté le sol, tous les bureaux du renseignement militaire dans le monde sont passés au niveau d'alerte plus élevé. Ce n'était pas du bluff. Ce n'était pas un tir d'avertissement. C'était une escalade qui change tout. En avril 2024, l'Iran a lancé, pour la première fois de son histoire, une attaque à grande échelle de drones et de missiles contre Israël. Cette attaque a été en grande partie interceptée par les systèmes de défense aérienne d'Israël, avec l'appui des États-Unis, de la Jordanie et même de l'Arabie saoudite. Le monde a soufflé. Cela ressemblait à un événement unique, à un message envoyé et reçu, mais cette fois, le contexte est complètement différent et cela change radicalement le niveau de danger. L'ultimatum de Trump à l'Iran était direct et sans équivoque. L'administration a clairement indiqué que les États-Unis ne toléreraient pas que l'Iran continue de se rapprocher d'une capacité nucléaire militaire et qu'ils ne toléreraient pas non plus que l'Iran continue de financer et d'armer des groupes comme le Hezbollah et les Houthis. L'échéance n'était pas sujette à interprétation. C'était une ligne tracée dans le sable par la nation militaire la plus puissante de la planète. Et quand cette ligne est tracée avec l'assurance d'un rassemblement électoral, le problème, c'est que les missiles, eux, se moquent des applaudissements. Et l'Iran l'a franchi quand même. Alors pourquoi l'Iran ferait-il quelque chose d'aussi audacieux, d'aussi dangereux, d'aussi apparemment irrationnel? Pour le comprendre, il faut comprendre comment pense la direction iranienne. Le régime à Téhéran n'est pas suicidaire, mais ce n'est pas non plus le genre de gouvernement qui recule quand il se sent acculé. Les dirigeants iraniens croient que montrer de la faiblesse les détruirait de l'intérieur. Leur population intérieure est agitée. Leur économie est écrasée par les sanctions. Leur réseau régional de groupes par procuration a été affaibli, avec un Hezbollah fragilisé et un Hamas soumis à une forte pression militaire. L'Iran a regardé tout cela et a pris une décision calculée. Il a choisi l'escalade plutôt que la soumission parce que, à ses yeux, la soumission mène de toute façon à l'effondrement du régime. C'est ce genre de raisonnement qui rend cette situation si terrifiante. Quand les deux camps d'un conflit croient qu'ils ne peuvent pas se permettre de reculer, tous les ingrédients sont réunis pour une guerre qu'aucun des deux n'avait pleinement l'intention de déclencher, mais qu'aucun des deux ne peut arrêter. C'est généralement à ce moment-là que le théâtre politique cesse d'être du théâtre et commence à envoyer la facture en vie humaine et en infrastructure. Il est maintenant temps d'examiner ce qui s'est réellement passé sur le plan militaire. Les missiles balistiques iraniens ont une portée qui couvre tout Israël et une partie importante de la région environnante. Les missiles utilisés dans cette dernière frappe comprendraient des variantes des séries Shahab et Fatah, dont certains seraient capables de vitesses hypersoniques, ce qui signifie qu'ils se déplacent à des vitesses qui rendent leur interception extrêmement difficile, même pour des systèmes avancés comme l'A-3 d'Israël et les batteries américaines THAAD qui ont été redéployées dans la région. Le dôme de fer israélien est efficace contre les roquettes à courte portée, mais il n'a jamais été conçu pour arrêter des missiles balistiques arrivant de plus de 1000 milles de distance. Cette tâche revient au système de défense de niveau supérieur, et aucun système au monde n'a un taux d'interception parfait face à un barrage massif de missiles balistiques. Israël a subi des dommages. Des pertes humaines ont été signalées, des infrastructures ont été touchées, et le gouvernement israélien a convoqué des réunions d'urgence du cabinet de sécurité. Les forces de défense israéliennes sont passées à leur plus haut niveau de préparation quelques heures après l'attaque. Des avions de chasse israéliens étaient déjà en vol. Des moyens basés sur des sous-marins ont été repositionnés. Le pays est passé en mode guerre en temps réel. La réponse des États-Unis a été immédiate et ferme dans son langage. Des groupes aéronavals américains dans la région ont été placés en alerte. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Harry Truman, qui opérait déjà en Méditerranée orientale,
s'est rapproché de la zone de conflit. Des destroyers américains équipés de missiles intercepteurs SM-3 ont participé à la défense d'Israël pendant l'attaque, en abattant plusieurs des missiles entrants. Cela signifie que les forces américaines ont été directement engagées dans une action de combat contre des armes iraniennes. L'armée américaine a tiré sur des missiles iraniens. C'est un niveau de confrontation directe entre les deux nations qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Des responsables du Pentagone ont confirmé que des moyens américains avaient participé à l'effort d'interception. Et la Maison-Blanche a publié une déclaration affirmant que toute attaque contre Israël constitue une attaque contre les intérêts fondamentaux de l'Amérique. Ce langage n'est pas une formule diplomatique creuse. C'est une déclaration qui a une portée militaire. C'est aussi le genre de phrase qui paraît simple derrière un lutrin et devient extrêmement compliqué une fois qu'on y rattache des navires, des bases et des alliés. Elle dit à l'Iran et elle dit au monde que les États-Unis sont prêts à aller plus loin si cela continue. C'est ici qu'entre en jeu la dimension mondiale, et c'est là que la question de la Troisième Guerre mondiale devient réellement sérieuse. La Russie et la Chine ont tous deux publiquement averti les États-Unis contre toute riposte militaire visant l'Iran. La Russie, qui approfondit ses liens militaires et économiques avec Téhéran depuis le début du conflit en Ukraine, a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue, mais a adressé ce message de façon très claire à Washington et à Tel Aviv, pas à Téhéran. La Chine a publié une déclaration par l'entremise de son ministère des Affaires étrangères appelant au dialogue. Mais, en coulisses, des navires de guerre chinois ont été actifs dans le golfe d'Oman en nombre suffisant pour laisser croire que Pékin observe la situation de très près et se positionne en conséquence. C'est cette menace à plusieurs niveaux qui rend les analystes militaires véritablement nerveux. Il ne s'agit pas seulement d'Israël contre l'Iran. C'est une situation où chaque geste d'une grande puissance déclenche une contre-mesure d'une autre. Les États-Unis soutiennent Israël, la Russie soutient l'Iran, la Chine observe et calcule. Si les États-Unis lancent des frappes directes sur le territoire iranien, la Russie fera face à une énorme pression intérieure et politique pour réagir d'une manière ou d'une autre. Cette réaction ne sera peut-être pas militaire au départ. Elle pourrait prendre la forme de transfert d'armes à l'Iran, de partage de renseignements ou de manœuvres diplomatiques à l'Organisation des Nations Unies. Mais chaque étape entraîne la situation un peu plus loin sur une voie sans issue claire. La dimension nucléaire ne peut pas non plus être ignorée. Les évaluations du renseignement américain et israélien au cours des derniers mois laissent entendre que l'Iran est plus près d'une capacité nucléaire militaire qu'à n'importe quel autre moment de son histoire. Certaines évaluations ont estimé le délai de percée. C'est à dire le temps dont l'Iran aurait besoin pour construire une arme nucléaire fonctionnelle s'il en faisait le choix, à moins de 2 mois. Cette évaluation a modifié tout le calcul stratégique, tant pour Israël que pour les États-Unis. L'ultimatum de l'administration Trump a été largement motivé par ce renseignement. Dans l'univers trumpien, l'urgence est toujours vendue comme une certitude, même quand le prochain geste peut ébranler la moitié de la région. La crainte, ce n'est pas seulement un Iran doté de missiles. La crainte, c'est un Iran doté de missiles et d'une ogive nucléaire. Si Israël conclut que les installations nucléaires iraniennes doivent être détruites avant qu'une arme soit construite, cela signifiera une opération militaire d'une ampleur et d'une complexité énormes. Les sites nucléaires iraniens sont renforcés, dispersés et dans certains cas enfouis profondément sous terre. Les détruire exigerait des frappes aériennes soutenues pendant plusieurs jours, une pénétration de l'espace aérien iranien et l'acceptation d'un risque important de contre-attaque iranienne contre des villes israéliennes et contre des bases américaines partout dans la région. Il existe des installations militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Irak, toutes à portée des missiles iraniens. Une guerre régionale à grande échelle placerait immédiatement en danger des dizaines de milliers de militaires américains. La réalité, c'est qu'il n'existe aucune option chirurgicale propre. Chaque plan visant à frapper l'Iran comporte le risque de déclencher des réactions en chaîne qui échappent au contrôle de tous. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la réalité militaire. Et c'est pourquoi chaque administration américaine, depuis 20 ans, a tenté de gérer l'Iran par des sanctions et par la diplomatie, plutôt que par une confrontation militaire directe. Mais, désormais, la question est de savoir si cette époque est terminée. Trump a entamé son second mandat avec une posture beaucoup plus agressive envers l'Iran que pendant son premier mandat. L'assassinat de Qasem Soleimani en 2020 a donné un aperçu de la façon dont cette administration est prête à utiliser la force militaire comme outil politique direct. L'équipe actuelle autour de Trump comprend des voix qui soutiennent depuis longtemps que la seule façon d'arrêter le programme nucléaire iranien est l'action militaire et non la négociation. Pour ce camp,
La négociation est souvent traitée comme une faiblesse, jusqu'au moment où la facture de l'escalade arrive. Si la frappe de missiles iranienne contre Israël fournit à ses voix la justification politique qu'elle recherche, la décision de lancer une attaque pourrait venir plus vite que quiconque ne l'imagine. Israël, pour sa part, n'a jamais eu besoin de la permission américaine pour agir dans ce qu'il considère comme une légitime défense existentielle. Le Premier ministre israélien a réuni le cabinet de guerre. Israël a déjà déclaré publiquement que cette attaque ne resterait pas sans réponse. Pour Israël, la question n'est pas de savoir s'il faut répondre, mais comment, quand et à quelle échelle. Une frappe limitée contre des sites militaires iraniens est une option. Une campagne plus large, visant les systèmes de défense aérienne de l'Iran, ses installations de production de missiles, et, oui, ses sites nucléaires, en est une autre. Israël s'est entraîné à des opérations de frappe à longue portée précisément pour ce scénario. L'armée de l'air israélienne s'est préparée pour l'aller-retour de 1500 milles vers des cibles iraniennes. Elle a la capacité de ravitaillement en vol. Elle dispose de munitions anti-bunker. Elle se prépare à ce moment depuis des années. La dimension humanitaire compte elle aussi, parce que les guerres ne concernent pas seulement les armes et la stratégie. Un conflit qui dégénérerait en guerre régionale à grande échelle serait catastrophique pour les populations civiles de l'ensemble du Moyen-Orient. L'Iran compte près de 90 millions d'habitants. Israël en compte 9 millions. Les États du Golfe qui seraient pris au milieu abritent des millions d'autres personnes, y compris un nombre considérable de travailleurs étrangers et d'expatriés. L'impact économique mondial serait immédiat et sévère. L'Iran contrôle d'importantes voies d'acheminement du pétrole dans le détroit d'Ormuz. Toute perturbation de ce point d'étranglement ferait bondir les prix du pétrole, déclencherait de l'inflation dans des économies déjà sous pression et produirait des effets en cascade qui atteindraient chaque foyer en Amérique et en Europe en quelques semaines. C'est la partie qu'aucun slogan ne mentionne jamais. Les chaînes d'approvisionnement ne saluent pas pendant les conférences de presse. Les canaux diplomatiques ne sont pas complètement fermés, mais ils se rétrécissent rapidement. Des gouvernements européens s'activent en coulisses pour ouvrir des lignes de communication avec Téhéran. Le Qatar, qui a historiquement servi de canal indirect entre Washington et Téhéran, serait actuellement très actif pour tenter de trouver n'importe quel message susceptible d'arrêter une nouvelle escalade. Mais la diplomatie exige que les deux camps veuillent une sortie. Et, en ce moment, les signaux venant à la fois de Téhéran et de Jérusalem laissent entendre qu'aucun des deux camps n'est prêt à l'emprunter. Ce qui se déroule n'est pas simplement un différend régional. C'est une mise à l'épreuve de l'ensemble de l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide. Les règles et les normes qui ont empêché un conflit militaire direct entre grandes puissances pendant des décennies sont soumises à une pression extrême en temps réel. Chaque décision prise dans les prochaines 72 heures façonnera la trajectoire de la sécurité mondiale pour les années à venir. Les dirigeants à Washington, à Jérusalem, à Téhéran, à Moscou et à Pékin le savent. Leurs choix en ce moment même, ce soir, demain, dans la semaine à venir, détermineront si cela devient une autre crise contenue ou quelque chose dont les livres d'histoire parleront pendant des générations. Et l'histoire est rarement tendre envers les gouvernements qui confondent le volume avec la stratégie. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.